Ça va bien. Ça va et vous? Bien. Super, ça va très bien. Je t'ai dit. Ouais. Ah ok, non, mais impeccable. Voilà, c'était ça. Il est resté ici, Daniel, il est en train de se réimplémenter. Impeccable. Merci beaucoup. Allez les amis, donc on va aller donc aujourd'hui nous allons continuer le Daf Yud. Nous sommes arrivés à la page 10, Hamoud Bet. C'est-à-dire, vous savez, dans la Gemara, il y a A et B, recto et verso. Là nous sommes le 10, pas au recto, au verso, à peu près au milieu de la page. Dit la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel. Rappelez-vous, Rav Yehuda, c'est ce fameux grand maître de la Gemara qui avait comme élève, Abaye, Rava, ces fameux grands maîtres que nous connaissons. Et Rav Yehuda, lui, il a eu la chance d'être l'élève de Rav et Shmuel. Rav et Shmuel, les deux, avaient une ville entière qui était, entre guillemets, à leur disposition, puisqu'ils avaient établi leur centre d'études, leur yeshiva. Un à Soura, et la deuxième à Pumbedita. Ce sont deux villes à côté de l'Euphrate. Et eux, ils habitaient là-bas. Et Rav Yehuda, il a eu la chance d'aller étudier chez Rav, et puis, à la fin de sa vie, il est parti chez Shmuel. C'est intéressant parce que, comme Rav et Shmuel étaient toujours, entre guillemets, donc il y avait toujours deux facettes, de manière de comprendre la Torah. Et Rav Yehuda, il rapporte des fois l'enseignement de Rav et des fois l'enseignement de Shemuel. Et sur ce, aujourd'hui, nous allons voir un enseignement de Shemuel. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Alors Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est rare de trouver un Rav qui ne s'appelle pas Rav. Parce que tous les Ravs, ils s'appellent Rav. Rav tel, Rav un tel, etc. Mais Shmuel, il ne s'appelle pas Rav Shmuel, il s'appelle Shmuel. Pourquoi son camarade, lui, on l'a même enlevé son prénom, on le dit Rav. C'est le Rabbi, c'est le Rav. Rav, mais c'est pas son nom. Son papa, il n'a pas dit comment tu t'appelles, mon fils, à l'âge de la Brit-Mila, Rav. Il n'a pas dit que tu t'appelles Rav, d'accord? On est bien d'accord. Rav, c'était un surnom qu'on lui a donné. C'était tellement grand qu'on n'a même pas eu besoin d'ajouter son prénom, parce que le Rav, tout le monde a compris de qui il s'agissait. Il s'appelait Abba. Rav, il s'appelait Abba. Et au lieu de dire Abba, on a dit Rav. On a sauté le prénom, on a dit Rav. D'accord? Mais Shmuel, il n'a pas de prénom. Et on lui a donné son prénom, on lui a enlevé le titre de Rav. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant, parce que la Gemara raconte l'histoire, c'est qu'il y a dans notre Torah, il y a dans la Torah, c'est Gadol Miraban Shemo. Il y a une expression qui dit Gadol Miraban Shemo. C'est quoi? Plus grand que d'appeler Rabban, c'est comme on dit le plus grand, le maître des maîtres, Shemo. Le prénom, des fois, il est plus important que tous les titres. Parce que Shmuel, il était tellement. Tout le monde qui l'appelait Shmuel, tout le monde a compris de qui il s'agissait. C'était le Gadol Ador. Donc, Gadol Miraban Shemo. D'ailleurs, on voit comme ça. On n'a pas appelé Aaron à Cohen, on n'appelle pas Rav Aaron. D'accord? David, on n'appelle pas Rav David. David Améler, on ne dit pas Rav David. Avraham Avinu, on devrait dire Rabbi Avraham Avinu. Pourquoi on ne dit pas Rav? Pourquoi on ne dit pas Rav Avraham Avinu? Yitzhak, on ne dit pas Rav Yitzhak. On ne dit pas Rabbi Jacob. On dit Rabbi Jacob. On dit Rabbi Jacob aussi. Bon, c'est pas.
Alors, mais pourquoi? Parce que Abraham, c'est Abraham, Yitzhak, c'est Yitzhak, Yaakov, c'est Yaakov, et Shmuel, c'est Shmuel. Pas le Shmuel, le prophète, mais lui aussi était tellement grand qu'on n'a même pas eu besoin de lui rajouter un titre. Donc, regardez comment c'est beau ces deux personnages. Un, c'était le rabbi, on n'a même plus besoin de parler de son prénom, et l'autre, on a dit rien que le prénom, on n'a même plus besoin de parler du Rav. C'est aussi, et c'est intéressant parce qu'en vérité, chacun démontrait un petit peu sa manière de vivre, sa manière d'étudier, sa manière d'enseigner. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un enseignement de notre maître Shemuel. Donc dans les mots, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Voici l'enseignement qu'a donné notre maître. Moutar Lishon, c'est quoi Lishon? Yoshen, Shena, d'accord? Donc c'est quoi, ça veut dire quoi Lishon? Dormir. Quand on dit, voilà, Ani Holer Lishon, en hébreu moderne, on dit Ani Holer Lishon, je vais dormir. Donc, Lishon, ça veut dire dormir. Bekila, alors, Kila, c'est quoi? C'est un dé. Comme le dé nuptial, on l'appelle la Kila Tratanim. C'est-à-dire comme une sorte de rideau, comme une sorte de toit qui est déployé sur le lit. Donc, Moutar, Lishon, il est permis de dormir. Bekila, c'est un dé, d'accord? D-A-I-S, comme c'est écrit là-bas. Bekila, Besuka, d'accord? Dans une souka. C'est-à-dire qu'une personne qui dort dans son lit a 4 poutres qui montent, et il met une sorte de dé sur son lit, et de cette manière, il rentre dedans. Ça doit être, je ne sais pas pourquoi ils font ça, ou bien pour se protéger des moustiques, c'est comme une moustiquaire, ou bien pour être dans l'intimité, etc. Donc ils mettaient une sorte de couverture, une belle couverture, au-dessus du lit, comme vous voyez dans le dessin, et il va dormir dans la souka. Dit Shmuel, c'est permis. Afal pichiesh lagag, même si ce dé-là, il comporte un toit, hein, c'est un toit, enfin, ce qu'il a dessus, un toit qui est plat, n'est-ce pas? Puisque ça recouvre entièrement le lit, d'accord? Mais, dit la Gemara, vehu, à condition, chez Ena Gevoa Asara Tfachim. À condition, comme vous voyez, si vous regardez bien le dessin, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça s'arrête à 9. Ça veut dire que s'il n'y a que 90 cm entre le lit et le toit, c'est permis. Mais s'il y a plus que 10 tfachim, c'est interdit. On a déjà vu pourquoi. Parce que nous, on doit être, on a déjà vu cette règle-là, on a vu que pour dormir dans une souka, pour que ce soit cachère, il faut que nous soyons protégés par le scar. Mais si on met au-dessus de nous une sorte de protection annexe, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que qui c'est qui te protège? C'est le scar ou bien c'est le toit? C'est ton toit qui te protège. La même chose comme on a dit. Si par exemple, vous mettez une souka, d'accord, dans ce Beth Amikdash, pas soul. Pourquoi? Parce que c'est pas la souka qui te protège, c'est le plafond. Et l'inverse, non, c'est le contraire. Vous avez une souka qui est au-dessus du Beth Amikdash. Vous avez pris le Beth Amikdash, vous l'avez enveloppé par une souka. Ceux qui restent dans le Beth Amikdash, pas soul. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous protège? C'est la souka qui est au-dessus du Beth Amikdash ou le toit du Beth Amikdash? Du Beth Amikdash. Mais c'est la même chose. A priori, ce cas-là, ça devrait être pas soul. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui nous protège? C'est pas la verdure qui est là-haut, mais c'est plutôt le toit qui ferme et qui nous protège. Dit Shmuel, non, parce que pour considérer, ça on a déjà vu plusieurs fois, rappelez-vous, pour considérer qu'on a un espace séparé, on a un espace qui est autonome, il faut qu'il y ait une distance de 1 mètre de hauteur. Est-ce que moi je vous pose une question? Dormir dans une souka sous des draps, sous de couvertures, c'est permis ou pas permis? Ah ouais, vous allez me dire non, mais c'est pas vrai parce que je mets une couverture dessus sur moi et c'est la couverture qui me protège, c'est pas le toit. Réponse non, parce que la couverture, quand est-ce qu'elle fait khatitsa, elle sépare, elle nous rend un espace autonome, c'est lorsque c'est un espace. Qu'est-ce qu'on appelle un espace? C'est 1 mètre de hauteur. Donc, dit Shmuel,
même si on a vraiment un vrai toit au-dessus de la tête, d'accord, du fait, par exemple, si quelqu'un, je pose une question, si quelqu'un, il est dans la souka, il met un parapluie, il met le parapluie sur la tête, on tient le parapluie et il mange. Ouais. C'est caché ou c'est pas caché? C'est caché. Parce que le parapluie, il n'est pas à 1 mètre. Il n'est pas à 1 mètre. Et le parapluie, comment il va aller 50 cm, 60 cm, 30 cm. Donc c'est caché. Ah, vous allez me dire, mais non, mais qui c'est qui te protège? C'est ton parapluie, c'est pas le scar. Ce qui est bizarre, c'est que les idées Rahim sont par rapport au lit et non pas par rapport au toit. Parce que ça peut être un problème par rapport au toit plutôt. Ah non, ça nous a vu parce que par rapport où la personne dort, moi je me positionne sur le lit, du lit, dans mon espace, il faut qu'à toujours, je suis toujours en contact avec le scar. Donc si entre l'endroit où je me couche, où je dors, et le toit du lit, il n'y a plus que 10 tfachim, donc on considère que ça c'est un espace autonome, donc automatiquement la souka elle n'a plus de sens. Alors que si c'est un peu moins que 10 tfachim, on considère ça comme des couvertures. Maintenant c'est vrai que si ce n'était pas dans un lit, si c'était par exemple sur une table, ben, si quelqu'un il prend un parasol, il met une table, il prend un parasol, d'accord, et il met un parasol sur la table, et il est en train de manger, ben, on va calculer aussi entre l'endroit où il se trouve et en haut du parasol, s'il y a 1 mètre ou il n'y a pas 1 mètre. S'il y a 1 mètre de hauteur, c'est pas soul. S'il y a moins qu'un mètre de hauteur, c'est caché. Donc, ce qu'on a dit ici, c'est rien que le lit qui n'est pas soul. Mais celui qui s'assoit à côté du lit, il n'y a pas de problème pour lui. La souka, on va étaler cachère. Juste là. On n'avait pas vu au niveau des décorations qu'il fallait qu'il y ait une distance. Non, c'était autre chose. Par rapport à la décoration, on était en train de parler, est-ce que la décoration va fondre dans la souka? Elle va être simplement voilà, on va embellir hein? Un ornement, on va embellir la souka. Donc on a dit, si elle est juxtaposée au toit, et même jusqu'à 40 cm du toit, elle fait corps avec le toit. Et c'est cachère. S'il y a plus que 40 cm du toit à ces on va dire, décorations, pas soul. Ça, c'est quoi? C'est pour faire en sorte que la décoration, elle décore le toit. Donc, pas plus que 40 cm. Là, on est 1 mètre. C'est pas pareil. Il ne faut pas tout mélanger. Alors, c'est-à-dire que, excusez-moi, c'est-à-dire que si je vais dans la souka et que par exemple il pleut, et je mets une toile, mais à moins de qui, c'est bon. Ah oui? Je mets une toile, je me mets à l'intérieur, tout le monde se met à l'intérieur, on mange, même si je vois pas le scarf, c'est bon. C'est cachère. C'est cachère. C'est cachère. C'est moins de 1 mètre. Oui, il faut que tu mets sous ta tête. Toi, tu prends un truc, tu mets sur la tête et tu manges. Il a dit moins d'1 mètre. Par rapport à hauteur ou par rapport au sol? Non, de ta hauteur. Hein? De ta hauteur. De ma hauteur, donc moins d'1 mètre par rapport au sol. Si je suis assis à 1 mètre. Et oui, on a le droit, c'est cachère. C'est vrai que personne ne connaît cette halakha, mais c'est quand même cachère. Même si on est assis, c'est par rapport Par rapport à la chaise. Par rapport à la chaise. Mais les pieds aussi, ils touchent le sol. Les pieds, ils touchent le sol. Non, parce qu'on a dit que l'essentiel, on avait vu, rappelle-toi, on avait vu que la longueur et la largeur minimale, Ouais, c'est 70. Pourquoi? Parce que c'est rocho, verubo, veshulchano. Donc la tête, le thorax, la majeure partie du corps, sans les pieds. Les pieds, c'est pas important. Par exemple, si quelqu'un il a une mini-souka, il peut dormir les pieds dehors. On n'a pas besoin de mettre tout le corps à l'intérieur. On peut mettre, il faut avoir la tête et dans le corps qui mesure, on va dire, à peu près 1m60. Combien ça mesure le corps sur la tête? 1m50, 1m60 hein? Tout le non, à part. Attends, non, parce que ça ne se calcule pas comme ça. La tête, c'est toute la tête. Et après, le reste du corps, on partage en deux. Donc, on va dire que la tête, on ne compte pas. Le corps, si le corps sur la tête, c'est à peu près 1m60, il faut avoir 60 cm. Donc 60 cm plus. On divise en combien, vous avez dit? En deux, le rose. D'accord?
D'accord. Allez, les amis, maintenant, on continue. Donc, mais on a bien compris, est-ce que la règle est facile? Il faut bien se rappeler cette règle-là. Si on veut être dans une souka, il ne faut pas qu'il y ait sur notre tête autre chose que le scar. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle autre chose que le scar? C'est quelque chose qui est distancé, une distance de 1 mètre. Donc, si c'est de 1 mètre, c'est une sorte qu'on avait vu le OL. On avait vu déjà toute la règle, c'est le OL, c'est 1 mètre de hauteur. C'est ce qu'on avait vu. Maintenant, la Gemara nous dit, Tashma, viens et tu vas apprendre une preuve d'une braïta qui dit le contraire de ce qu'a dit Shmuel. Qui était Shmuel? Un Amora. Qui est la braïta? Un Tana. Est-ce qu'un Amora a le droit de contredire un Tana? Jamais, ou non jamais, parce qu'un Amora, il est obligé d'accepter tous les enseignements des Tanaïm. Ça n'existe pas un Amora qui dit moi je suis Cholek. Ça n'existe pas. Tu peux pas être Cholek. Pourquoi? Est-ce que tu peux toi être Cholek sur Rabbi Shimon Yochai? Tu peux être Cholek sur Rabbi Meir Balanes? Tu peux être Cholek sur Rabbi Yehuda? Tu peux être Cholek sur Rabbi Yossi? Tu peux pas. Toi, Rav, et moi, vous êtes petits. Donc, si tu dis des choses qui ne sont pas écrites dans les Tanaïm, ok, tu as le droit. Mais si tu dis quelque chose et on trouve des preuves dans les Tanaïm qui ne suivent pas ta thèse, ben ta thèse, elle tombe à l'eau. Tashma, viens écoute. Shmuel, t'as dit que c'est cachère, toi? Tu as dit que c'est cachère? Ce cas-là, qu'on vient de voir, celui-là, t'as dit que c'est cachère, celui-là? Oui ou non? C'est cachère? Ben viens écoute voir. Viens, Borega, en hébreu. Borega, Doni. Chapeau. Borega. Viens ici. On lui dit quoi? Kila, Ayoshen, Bekila, celui qui dort sous un dé qui s'appelle Akila, donc c'est un dé, une sorte de rideau sur son lit. Basuka, dans ce cas, Lo, Yatsa, Yede, Chovato. La souka, soit si tu vas en dehors du lit, tu peux manger, mais dans ton lit, ben t'as pas dans la souka. Autant aller dormir au Hilton. C'est dommage dans une souka, il fait froid. Ben, déjà, si tu dors dans ce lit-là, ben autant aller dormir chez toi à la maison. Donc c'est pas soul. Donc monsieur Shmuel, tu contredis le Tana. T'as pas le droit. On ne peut pas contredire un Tana. Parce que le Tana, c'est une vérité absolue. Et Shmuel, il est gentil. Et Rab, mais ils ne peuvent pas contredire ces grands maîtres de la Mishnah. Ils ne peuvent pas. Il la connaissait, la Braïta. Ben oui, il la connaissait. Alors, il m'a dit, mais comment tu peux dire le contraire? Tu la connais et tu dis le contraire? Parce qu'elle faisait plus de Tefah. Hein? Parce que la Braïta, elle parle d'une... Bravo! Agmara, elle dit, non, mais attendez, mais ça dépend. On est justement en train de faire maintenant des subtilités. Ça dépend de quel dé on a sur la tête. Si on a un dé qui est plus haut que 1 mètre du matelas, alors d'accord. Ok, ça devient un OL. Si c'est un OL, ça fait khatitsa, donc c'est pas soul. Mais si c'est moins que ditvachim, c'est kasher. Acha, bemai askinan. Ici, de quel cas nous parlons? Keshe gavoa. Quoi que ça veut dire gavoa? Gova. La gbia, de lever vers le haut, c'est donc le verbe gavoa, donc c'est le terme haut. Le verbe c'est lehagbia, de faire lever, quelque chose qui est haut. Asara. Donc c'est pas ce que ça dépend. Parce que ça n'existe pas des lits conformes. Il y a des poids 90, il y en a qui sont 92, il y en a qui sont 1m2, il y en a 1m02, il y en a qui sont... voilà, donc il peut y avoir plusieurs options. Donc la Mishnah, elle part d'un lit qui avait un dé qui se trouvait à 1 mètre du matelas, et Shmuel parlait d'un dé qu'il n'avait pas. Donc il n'y a pas de question. Ok. Donc on a un partout pour l'instant, les amis. Allez, Métivé. Ouais. Juste un petit peu, une braïda, c'est forcément un enseignement les machines ici, Une braïta, c'est un enseignement d'un Tana. D'accord, pas forcément. Non. Alors, Chamouch et Misnaï, en tout, le Rambam dit qu'il y en a 40. Et des braïtot, il y en a peut-être 40 000. Au moins. Des braïtot, en tout, peut-être il y en a 40 000. Mais dans la Chamouch et Misnaï, il y en a 40. Donc, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la braïta
c'est pas la Moshe Sinai. Il y en a très peu de la Moshe Sinai. Très peu. En tout, il y en a 40. Mais des braïtot, il y en a partout. Dans une massacrette, par exemple, Shabbat, il y en a des centaines, des centaines. Tu vois? Donc, on a bien compris. Maintenant, on a dit un partout. Donc, Shmuel, il s'en sort à bon compte. Shmuel, il s'en sort à bon compte. Métivé. Attends. Borega, Adoni. Borega. Bolepo. Chef po, Adoni. Chef po. Borega, Adoni. Bo. Altivrach. Borega. T'es chef po, Adoni. Les Israéliens, ils ne vous laissent pas tranquille. Hein. Je vous dis même pas. Ils ne vous laissent pas tranquille, les Israéliens. Vous dites, viens ici, Adoni, t'es chef po. Shmuel était content. Il a dit, j'ai trouvé une bonne réponse. Il dit, attends, mais j'ai une autre question pour toi. Shmuel, Borega. Chef po. Métivé. On pose une question. Maintenant, cette fois-ci, c'est pire. C'est une Mishnah. Au départ, on avait amené une braïta, bon, gentil, parce qu'on a bien compris la différence qu'il y a entre les Mishnah et la braïta. Les deux, c'est Tanaïm, mais la Mishnah, c'est Rabbi qui a pris le soin de choisir parmi toute la multitude de braïtot qu'il y a dans la Torah. Il a pris des extraits, on va dire, des extraits significatif et recherché avec pertinent. Et après, tout le reste, c'est des petits détails. Bon, il ne va pas écrire dans la Mishnah tous les détails, parce que sinon, on va se noyer dans les détails. Mais s'il y a une Mishnah, Kalvachomer, que Shmuel ne peut pas être honnête, Kalvachomer. S'il y a une braïta, il ne peut pas, Kalvachomer Mishnah. Alors, viens cette Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah, Ayoshen, Tachat Amita, Basuka, Loyatatrato. Cette fois-ci, écoutez bien, c'est plus la personne qui dort dans son lit, et sur le lit, il y a un dé, c'est la personne qui va dormir sous le lit. Il dort sous le lit. Donc, celui qui dort au-dessus du lit, lui, il est bien. Il est bien. Lui, là-haut, il est bien, parce qu'il a Mamash le scar devant soi, Mamash, il sent Hachem, là, il est Mamash en connecté. Mais le gars qui est en dessous le lit, il est dans le tiroir. Il a mis dans le tiroir, le gars. Il a mis dans le tiroir, il a fermé le tiroir. Il est en bas. Lui, dit à Mishnah, celui qui dort en dessous d'un lit, pas saoul. Pourquoi pas saoul? Parce que qui c'est qui le protège? Oui, c'est le matelas, c'est le sommier. Donc celui qui dort en dessous n'est pas saoul. Mais d'après toi, Shmuel, la semaine prochaine, toi qui fais le cours. Hein? Tu prépares. Je m'en sors que de toi, tu fais pas de faute. Serge, c'est un pro. Hein. Agmar a dit, mais pourtant on voit bien ici dans cette braïta, dans cette Mishnah, qu'on n'a pas le droit. Mais d'après toi, Shmuel, tu as dit que même si on a un toit qui est plat, c'est pas grave, c'est cachère. Alors pourquoi c'est pas saoul? Agmar répond, Achat Targema Shmuel. Mais oui, mais ça dépend aussi. Quelle est la hauteur qu'il y a entre le sol et le sommier? Donc là, il y a, comme vous voyez sur le côté vert, là, j'ai fait en vert, Asarat Fahim. La Mishnah, elle parle d'un lit avec des pieds énormes. Et le gars qui dort en dessous le lit, entre le sol et le matelas, il y avait 10 tfachim, 1 mètre. Alors en vérité, donc ça veut dire qu'est-ce qui va le protéger? C'est le matelas, c'est-à-dire le sommier, ou bien la souka. S'il y a 10 tfachim en bas, c'est le sommier, c'est le matelas, c'est pas sous. Là, ça pourrait être le cas d'un lit superposé, par exemple. Exactement. C'est exactement vrai. Il faut faire très attention. Si vous prenez, des fois, les gens ils mettent des lits superposés dans le soukha en Israël, on met une grande soukot, on met des lits, on met des chaises, on met des tables, on met des divans, on met tout ce qu'on veut. Et des fois, pour des enfants, comme ça, on met des lits superposés. Il faut calculer combien y a-t-il d'espace entre le matelas du bas et le sommier du haut. S'il y a plus en général, il y a plus qu'1 mètre. Non? Combien il y a? Hein? À peu près ça, hein. On est dans ces eaux-là. Hein. Ah, j'ai juste une question. Par rapport à celui qui est en haut, qui dort en haut, ou qui normalement ça serait caché s'il dort dessus, si lui il a moins de 1 mètre du toit. Aucun problème. Au contraire, plus il est en haut, plus il est bien. Et même s'il y a moins de 10 ouais. Ça invalide plus le score. Ah non, parce que c'est seulement un OL qui n'est pas assujetti à la souka qui dérange. Parce que là, tu mets une sorte de protection
qui est autonome dans la souka. Comme si tu fais une bulle dans la souka. Mais on dit qu'une souka elle est valide que s'il y a 10 tfachim de hauteur. Oui, mais la souka, elle est valide parce que la souka, c'est pas rien que le lit, c'est toute la souka. Oui, mais lui il dort sur le lit, pas que C'est la. pas grave, il peut dormir à n'importe quel étage. Il peut dormir à n'importe quel étage, ça ne dérange pas. D'accord? Ça ne vous dérange pas, au contraire, il n'y a aucun problème. Mais sous le lit, ça ne marche pas. Ok. Donc pour l'instant, 2-0. Baruch Hashem, Shmuel, il a refuté et la Braïta et la Mishnah. Alors le Magmara dit, ah bon, Adoni, Borega, chef po, Adoni, chef po, Altivrachli, ta chef po. Attends, je t'ai répondu. Non, attends, j'ai une troisième question. Viens écouter. Tashma. Écoute, viens écouter. Ta, ça veut dire en hébreu, ça veut dire viens. Shema, écoute. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? Alors, c'est notre Mishnah. On a vu que une personne qui a un lit et qui a 4 poteaux, d'accord, Pires al-Gabé Kinofot, s'il a entendu un drap sur les 4 colonnes, sur les 4 piliers de son lit, Soula, c'est pas Soul, parce que celui qui dort dans le lit, ce qui a cette protection qu'il a au-dessus du lit, c'est pas Soul. Donc bon, tu m'as dit que c'est cachère. Pourquoi? Attends, non, c'est pas une souka besouka ici. C'est pas une souka, c'est le même cas que le premier. La réponse c'est quoi? Encore une fois, réponse à ta ami, des Gavois à Sarah. Ben, c'est encore une fois, c'est trouver la même question, trouver la même réponse, on a compris. Bon, je vous fais la quatrième, vous la trouvez tout seul. Non, mais la quatrième, ça va être plus difficile à répondre. Parce que 3 fois, c'est facile, mais la quatrième, ça va être une quatrième question encore plus difficile. Donc, on a bien compris, encore une fois, ça fait 3 fois qu'on répète la même chose, à savoir, c'est facile. S'il y a une distance entre l'endroit où on mange, on dort, et ce fameux toit, il y a 10 tfachim, c'est pas soul, moins que 10 tfachim, c'est caché. Maintenant. Pourquoi la Mishnah qui connaît cette règle, elle n'a pas précisé? Non, elle ne le connaît pas, c'est maintenant qu'on vient de le dire. C'est maintenant qu'on vient de le dire. Mais dans 2 minutes, vous allez voir que des fois, on ne va pas dire cette règle-là. Pour l'instant, c'est facile. Après, on va faire une subtilité. Écoutez bien. La Gemara dit Vea lokatane achi. Mais pourtant, c'est pas écrit comme ça. Pourquoi c'est pas écrit comme ça? Parce que rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu la chose suivante. Qu'il y avait une différence entre un lit qui avait comme une sorte de protection qui était en biais, sur 2 colonnes, ou bien on avait vu un lit avec 4 colonnes. Donc s'il y a 2 colonnes, donc qu'il y a sur la tête de lit et au pied du lit, donc on n'a fait que 2 colonnes, et dessus on a mis un drap. Donc le drap, automatiquement, il va être en biais. Ça, c'est cachère. Pourquoi? Parce que c'est pas un toit. Ça, c'est simplement, ça veut dire, c'est pas un toit, ça va en biais. Un toit, c'est quelque chose de plat. D'accord? Soit un OL, ça doit être plat. Donc si c'est en biais, ça va être cachère. Mais si tu mets 4 colonnes, et tu mets dessus une protection, tu mets un drap, tu mets un dé dessus, c'est pas soul. C'est que dit la Mishnah. Vea lokatanechi, pour de Tanya, naklitin shtaim. Comme vous voyez dans le dessin du côté gauche, naklitin, c'est comme vous voyez ce truc-là en biais. Naklitin, c'est 2 colonnes. Kinofot, arba. Les kinofot, c'est 4 colonnes. Et quelle est la halakha? Pires, al-gabé kinofet, pas soul. S'il a fait sur les 4, c'est pas soul. Al-gabé naklitin, sur les 2, kasher, c'est kasher. Mais, dit la Mishnah, écoutez bien, là ça devient plus subtil. C'est la 4e question. La 4e question. On a répondu la Braïta, on a répondu la Mishnah, on a une 2e Mishnah répondu, maintenant celle-là, elle va être difficile à répondre à votre. Écoutez bien. Ou bilvad, dit la Mishnah, shelo yiyu naklitin gevoim minamita asara, à condition que les 2, écoutez bien, à condition que les deux colonnes ne soient pas élevées de 10.
si les deux colonnes, Plus que 10. plus que 10, pas saoul. Et s'il y en a 4, même si c'est moins que 10, c'est ça la différence. Je répète, la Mishnah dit voilà, il y a deux sortes de lits. Il y a des lits qui ont 2 colonnes. Et il y a des lits qui ont 4 colonnes. D'accord? On nous dit, les lits de 2 colonnes, kasher. Les lits de 4 colonnes, pas saoul. Donc, rappelez-vous, 2 colonnes, kasher, pas de problème. Les lits de 4 colonnes, pas saoul, pas saoul. Mais les lits de 2 colonnes, ils sont kasher uniquement s'ils ne dépassent pas 1 mètre. Mashma, que ceux de 4 colonnes, ils sont pas saoul, quand est-ce? Même si ça ne dépasse pas 1 mètre. Donc ça, c'est une question contre Shmuel. Parce que jusqu'à présent, tu t'amusais avec moi. Tu me disais, ah non, là-bas, ça parle de 10, ça parle de 10, ça parle de 10. Ok, d'accord, 10 idées. Mais tu vois bien que maintenant, la Mishnah nous dit que quand il y a 4 colonnes, hein, c'est le cas de dire, c'est le cas de Shmuel, 4 colonnes, c'est-à-dire c'est 4 pieds, et dessus un drap, un dé. On a dit, Shmuel a dit non, tant qu'on n'est pas arrivé à 1 mètre, c'est bon, c'est cachère. Mais tu viens de voir ici, dans la Mishnah, que même quelque chose qui a 4 colonnes, même s'il n'a que 9 tfachim, 90, 80, 70 cm du matelas jusqu'au drap, pas saoul. Donc ça contredit ce que tu as dit toi. Et vous comprenez la question ou pas? La question elle est simple. Elle est de dire, jusqu'à présent, on a fait une règle en or. 10, pas saoul. Moins que 10, kasher. C'est facile. Maintenant, on dit, mais non, c'est pas vrai, Shmuel. 1, tu m'as répondu, bravo. 2, tu m'as répondu, bravo. 3, tu m'as répondu, bravo. Mais le 4e, je te coince. Parce que dans le 4e, on voit que la Mishnah, elle a interdit les 4 colonnes, même s'il n'y a pas 1 mètre. Donc, quelqu'un qui dort dans un lit avec 4 colonnes, il dort là-bas, il dit combien j'ai entre mon matelas et le dé qui est là-dessus, combien j'ai 80, 70 cm. Oh, je dors tranquille. Non, mon cher ami, pas saoul. Et toi, d'après Shmuel, tu as dit que c'est caché, donc il n'y a pas 10. Pourquoi on n'a pas rapporté cette Mishnah dès le premier cas? Ah, bravo. Réponse, parce que la Gemara, toujours, elle veut... La Gemara, elle connaît la réponse depuis toujours, d'accord? Mais c'est une manière de faire réfléchir. Parce que la Gemara, la subtilité de la Gemara, c'est de nous apprendre à réfléchir, de nous apprendre à analyser et de nous apprendre les vraies mesures des choses. Donc d'abord, on pose la question, celle-là, elle est facile à répondre, celle-là aussi on peut répondre, mais après, on affine le raisonnement pour arriver à la contradiction la plus flagrante. Mais c'est toujours comme ça. On répond d'abord les questions faciles pour arriver à la difficile. C'est un peu, j'allais dire presque c'est un peu une manière d'enseigner. Lorsque vous enseignez à vos enfants, vous n'allez pas leur donner un exercice de maths, vous n'allez pas prendre un exercice de maths sup et maths spé, vous allez donner à un enfant du GAN. Et c'est sûr, tu vas le caler. Donc, d'un point de vue psychologique, si on veut pédagogique, c'est quoi? C'est de poser, d'amener à. Donc chaque réponse, en réalité, ça construit pour arriver après, là je suis bloqué. Ah, tu m'as dit ça, c'est bien, tu m'as répondu combien, ça tu m'as répondu, mais celui-là, je te bloque. C'est très important d'apprendre ça, parce que dans toute la Gemara, c'est comme ça. La Gemara, vous allez voir toujours qu'on amène la personne à mener la personne à réfléchir. Parce que des fois, ça c'est facile, mais ça c'est difficile. Ah, non, vous voyez, c'est pédagogique. C'est une manière pédagogique d'enseigner. C'est la Gemara, comme son nom l'indique, c'est que vous dire quoi le mot Gemara? Enseignement. Parce que, en réalité, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, on se demande, est-ce que vous avez vu, vous, un livre de théologie, on pose des questions de réponse? Ça n'existe pas. Et pourquoi? Et comment? Attendez, je vous dis, c'est comme ça la loi, et on ne discute pas. Vous avez vu, ça ne se discute pas là-bas. On coupe les têtes, il n'y a pas de discussion là-bas. Celui qui dit un mot de travers, on lui coupe la tête. Shalom à l'Israël. Et pourquoi, et comment, Bim Thomas, Rachid,
Attends, tu poses une question de travers, tu peux dire Kaddish. Il n'y a pas. Demandez à Daesh, là-bas, à Daesh comment ça marche là-bas. Tu dis un mot de travers, tu peux. Là-bas, c'est carrément une coupe tête là-bas. Mais nous, au contraire, on pose toutes les questions. C'est ça qui est beau dans la Torah. Et c'est-à-dire, pour nous, il n'y a pas de personnes qui sont. Même Abraham Avinu, imaginez-vous, Abraham Avinu. Vous allez dire quelque chose contre Abraham Avinu, mais c'est pas normal. Sur Moshe Rabbeinu, on n'a pas le droit de parler. Mais imaginez-vous combien de questions il y a sur Moshe Rabbeinu. Et pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il n'a pas fait comme ça? Il aurait dû faire comme ça. Attendez, c'est notre patriarche, c'est matriarche, ça c'est le roi d'Israël. David Améler, il a fauté, il n'a pas fauté. Oui, David Améler, il a fait une faute. Attends, tu parles sur ton roi, tais-toi. Non, Hachem, il veut qu'on parle. Il veut qu'on comprenne. Hachem, c'est ça qui est beau dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu nous a dit, Naaseh Vinishma, on fait tout, on ne discute pas. Mais après qu'on a accepté, parce qu'on sait la vérité absolue, Hachem dit, maintenant, je veux que tu me comprennes. Je ne veux pas que tu fasses les choses machinalement. Ça n'intéresse pas. Hachem, il n'est pas intéressé avec des robots. Parce qu'Hachem, il aurait pu créer plein de robots. Il aurait créé peut-être 50 milliards de robots. Et tout le monde fait des tefilines, des mezuzah, ils mangent des matzot, ils font tout. Ça n'intéresse pas les robots. Hachem, il veut que toi, tu comprennes Hachem. C'est pour ça que la Gemara, c'est un livre de compréhension. La Gemara, ça veut dire de comprendre l'éternel. Comme je dis toujours, vous savez, notre esprit, il se façonne grâce à la Gemara. Celui qui étudie la Gemara, donc il va réfléchir comme la Gemara. Et alors, un jour dans sa vie, et c'est pas un jour, donc, dès qu'il ferme la Gemara, dès qu'il finit le cours, même ce soir, vous allez fermer la Gemara, vous allez finir le cours, vous allez rentrer chez vous. Mais votre esprit, il va être modulé de Torah. Et lorsque vous avez n'importe quel problème dans la vie, vous allez réfléchir comme la Gemara. Et c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence juive. C'est que toujours cette Gemara, même dans des pays, comment ça s'appelle ils enseignent la Gemara en Corée du Sud, en Corée du Nord, je sais pas. Ils enseignent la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est une matière, la Torah, elle nous apprend, elle nous façonne l'esprit. On arrive à analyser, à pénétrer les textes, et le pourquoi, et le comment, et qu'est-ce que tu voulais dire par là, et ça, c'est l'éducation de la vie. Parce qu'une personne qui vit de cette manière, à savoir, toute sa vie, chaque événement, il arrive à la pénétrer, lui, il est bien. J'ai entendu qu'en Amérique, les avocats faisaient, après leurs études, 1 an de yeshiva pour comprendre ce process de pensée. Exactement, oui, je connais beaucoup. Ils ont fait plein de choses. Oui. C'est Et même aux États-Unis, je crois que c'est même reconnu comme enseignement qui fait partie des années de fac. On peut faire une année de yeshiva, ils appellent ça, ils ont un nom, ça s'appelle yeshiva. Il y a un nom. Tu peux aller dans une faculté, tu apprends la Gemara, mamach la Gemara. Hein. Pas comme ici, ils font des études de théologie, pas théologie, Gemara. Tu fais Gemara 1 an et ça te compte dans tes années d'études. D'accord? Alors, écoutez bien. Donc voilà la question. La question, elle est bonne. Écoutez bien maintenant la réponse. C'est pour ça que la Gemara, elle n'a pas posé, elle a gardé ça à la fin. Shani kinofet, écoutez bien, d'Egvier. Parce que la Gemara dit, il y a une différence. Écoutez bien. Et là, ça va être la subtilité de ce soir. Jusqu'à présent, on a dit que toutes les choses sont simples. 10, pas soul. Moins que 10, c'est cachère. Mais on nous dit maintenant, attendez. Mais ces bâtons-là, ces colonnes-là, est-ce qu'ils sont fixés au lit d'une manière définitive? Ou bien c'est simplement un petit truc que tu as mis comme ça parce que tu avais des moustiques, tu t'es mis un truc sur ton lit pour protéger des moustiques. Ça dépend. Si c'est quelque chose qui est fixé d'une manière définitive, comme ces fameux kinophotes, que ça s'achète, c'est des lits qu'on achète et qu'on installe et on ne les bouge jamais, ils sont fixés à tout jamais dans le lit. Donc cette structure de lit, elle est tellement solide, elle est faite pour ça. C'est un lit acheté, tu achètes ce lit-là de cette manière, avec une sorte de protection. Ça,
le fait que c'est une protection qui est, on va dire, pour toujours, quoi. C'est une vraie protection qui fait partie intégrale du lit, même s'il n'y a pas qu'un mètre, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'en fait, compte, tu dis, voilà, mon lit, c'est ça mon lit. Mon lit, c'est pas un lit normal, c'est un lit avec 4 colonnes et un truc dessus. C'est ça mon lit, ça s'achète comme ça. Il faut que ça soit une tente. Hmm? Il faut que ça soit différent qu'un lit normal, un genre de tente. Oui, mais c'est quelque chose qui est fixé au lit. Donc maintenant, ça s'appelle un lit qui est protégé. Donc un lit protégé, donc cette protection de ce lit-là, il fait en sorte que celui qui est en dessous, il se sent protégé par le toit qui se trouve au-dessus de son lit. Par contre, ce que Shmuel a parlé, c'est pas un lit acheté, simplement c'est un lit normal. Que le gars il avait des moustiques et donc comment je vais faire pour mettre, il a mis par terre, il a cloué, je sais pas quoi, il a mis un bâton, et il s'est arrangé pour mettre un truc moustiquaire, hop il s'est mis, bon je dors sans moustique. Mais demain matin, hop on prend tout ça, on le balance. Oui mais la Kila elle est transitoire. La Kila est transitoire. Et donc ça revient au même, enfin Kinofot c'est comme les murs, ils ont le droit d'être permanents les murs. Oui, les murs oui. Et les Kinofot c'est comme des... Non, les murs, tu as raison, les murs, oui, mais on ne parle pas. Puisque tu as Kinofet, tu as des murs qui sont fixes, donc le toit, il va être fixe. Parce que si tu achetais, toi, tu es parti au Rome, je sais pas, à Ikea, tu as acheté ce lit-là, hyper solide, tu as payé 30% de plus que le vrai lit. C'est pour quoi faire? C'est pas pour mettre une moustiquaire, tu vas payer 30% de ton lit, de toute la vie pour une moustiquaire. Donc c'est quoi? Tu veux tout le temps avoir ce petit truc là dessus la tête. C'est une sorte de voilà, peut-être c'est pour joli, c'est des trucs jolis, etc. Et donc le fait que c'est fixé d'une manière intégrale dans le lit, ça fait partie du lit. Automatiquement, c'est une tente sur un lit. Voilà. C'est pas un lit normal, c'est un lit protégé par une tente. Voilà. Donc automatiquement, même s'il n'y a pas un mètre, c'est pas grave, mais ça c'est une vraie protection. C'est une protection qui est fixe. C'est pas quelque chose qui est aléatoire. Des lits superposés, ça serait pas possible. Ah bravo. Des lits superposés, d'après ça, même s'il n'y a pas un mètre de hauteur, c'est pas soul. Parce que c'est fixe, tu peux pas changer, c'est fait comme ça, des lits superposés. Bon, on peut démonter, on peut tout casser, mais bon, mais c'est fait. Si tu achètes un lit superposé, il y a toute une structure qui est faite pour coller. Bravo. Exactement. D'accord? Maintenant, on a bien compris. 5e question. Adoni Borega, Shevkan, Borega, Altivrachli, t'échève pas. Vous avez pris, vous apprenez vous en même temps. En plus, j'essaie de vous faire l'accent en plus. Ouais. Je connais la blague. Quelqu'un est parti en Israël, il est parti 2 mois en Israël, juillet, août. Il revient, il dit alors, comment ça va? Ah, Israël, je ne dis même pas. Tu as appris l'hébreu là-bas? Je dis, oui, comment j'ai appris l'hébreu? Et comment on dit pardon? L'Erla Azazel. Comment on dit pardon comment on dit pardon en hébreu? Je dis l'Erla Azazel. Chaque fois que je vous dis l'Erla Azazel, tu dis. Bon, ils sont un peu. Les Israéliens, ils sont bien. Bon, ils sont chauds. Ben, avec 43 degrés, c'est normal. Allez, cinquième question. Cinquième dernière question. Donc, on a bien compris. Donc, allez, on va bien réfléchir. Attendez. En général, c'est 1 mètre de hauteur. Si 1 mètre de hauteur, pas soul. Moins qu'1 mètre, chacha. Mais, il y a des exceptions. Dans le cas où c'est du solide, si c'est quelque chose qui est fixe, c'est comme ça qu'on achète. Alors, même si on a moins que 10 tfachim, pas soul. Parce que c'est du solide. C'est pas quelque chose qui est simplement on l'a mis là momentanément, etc. Alors on dit momentanément il faut 1 mètre. On dit donc tu m'as dit solide, tu m'as dit du solide combien il faut? Si tu as du solide, même si c'est moins que 10 tfachim, pas soul. D'accord? Mais ce qui est frêle comme ça, ce qui est momentané, on a juste mis quelque chose pour se protéger, ça il faut 10 tfachim. Mais ce qui est solide, même 90, c'est pas soul. D'accord? Notre frère n'a chose. La dit, ah bon, va souka, le gabé souka. Rappelez-vous la souka, le gabé souka. On a dit, quand est-ce la souka d'en bas, là, vous l'avez, celle-là? Elle n'est pas soul. Seulement
si celle du haut mesure combien? 10 tfachim. Pourtant, là-bas, c'est du solide. Normalement, on monte que pour Sukkot. Hmm? Une souka, ça se monte pour souka. C'est vrai, il y a un problème. Mais toute l'année, elle est démontée. On arrive 3 jours avant Sukkot, après qu'il faut qu'on la monte, et une semaine après, elle est démontée. Ah, vous dites c'est pas du solide. C'est une bonne réponse, bravo, mais c'est pas tellement vrai parce que la Gemara elle dit que ces 7 jours-là, c'est l'éternité. Nous, on dit que nous allons habiter dans la souka toute notre vie du Mashiach, c'est le symbole, la souka, c'est justement, Hachem nous dit, à la fin des temps, chaque tzaddik, il aura une souka. Donc la souka, en réalité, c'est vrai qu'elle est frêle, mais la vie, pour nous, pendant les 7 jours, c'est notre maison. Donc on peut considérer ça comme une vraie habitation. Mais écoutez bien la réponse. Vous avez compris la question? C'est un vrai toit, parce que c'est un vrai toit dans la souka. C'est pas un toit. Alors si c'est un vrai toit, ou c'est dans quel cas? Dans la souka, la souka? On a 2 vrais toits. 2 vrais toits. Donc là même, on est plus dans cette notion de... Oui, mais alors c'est 2 vrais toits, pourquoi il faut qu'il y ait distancé de 1 mètre? Non, on a dit que c'est des vrais toits, même distancés de moins que 10. 9, ça suffit déjà, parce que c'est solide. Oui, mais là elle est sous Ça ne devrait pas soul, parce qu'elle a un toit au-dessus. Mais combien, pour être pas soul, il faut qu'elle soit de 1 mètre. Mais pourquoi? Si c'est du solide, ça doit être même, si elle avait que 90, ça devrait être pas soul. Vous comprenez la question? Est-ce que vous comprenez la question? La question, c'était... Qu'est-ce que tu dis? Une table. Non, une table, ça bouge. Il y a 4 lits. Oui. Fixe. Non. Permanent. Oui. Ah, vous dormez sous la table? Vous voulez dormir sous la table? Ah, vous mettez vos enfants sous la table? Attendez, non, soyez gentils. Je les invite à la maison. Voyez-les. On avait parlé du lit. Le lit, il est solide. Un lit de Téfar, c'est quand même solide. Pourquoi on a dit Kacher dans la Mishnah? Parce que, pourquoi là-bas il faut 10? Non, parce que comme on vient de le dire, les gens ils dorment pas en dessous. C'est pas quelque chose. Qui c'est qui dort sous les lits? C'est la même question. Il y a pas de gens. On ne dort pas sous un lit. Là, on parle d'un lit où il y a, au contraire, c'est un lit amélioré. C'est quoi le lit là-bas qu'on parlait? Le gars, il a un lit, il a acheté à 30% plus cher son lit. Pourquoi? Parce que justement, il va avoir un lit amélioré avec une tente, avec un décor, avec un rideau. C'est sympa, c'est agréable, il est en intimité, ça fait style. Aujourd'hui, c'est les gens qui cherchent les nouveaux. On peut breveter ça, hein, on va lancer ce produit-là. Moi, je reçois rien que ma sœur, le reste pour vous. D'accord? Allez, dans les mots. Varé, pourtant, la Gemara dit souka al gabé souka, une souka sur une souka. Des gvia, elle est solide. Damar Shmuel, et Shmuel lui-même a dit que cette souka-là, Ke'ershera, car soula. 5e question. La 5e question, là, c'est vraiment échec et mat, là. On est arrivé à échec et mat, là. Tu as tout répondu, bravo, bravo. La première question, bravo. La deuxième, super. Troisième, splendide. La 4e, c'était du génial. Vraiment, c'était génial le truc là qu'il avait fait entre Kaboua et pas Kaboua. Mais la 5e, ça va être dur là, parce qu'on t'a trouvé exactement le même cas que ton lit super luxe, avec la souka, et les deux. Un là-bas, toi-même Shmuel, toi-même, c'est le même Shmuel. Toi-même tu dis pour la souka il faut 1 mètre, alors que pour le lit, tu m'as dit même s'il a 90, c'est pas soul. Quelle différence entre un lit et une souka? Quelle différence? Quelle différence entre le lit et la souka? Quelle différence entre un lit et une souka? Quelle différence? Il y a des murs et pas des piliers. Oui, mais les murs, on a déjà expliqué, ils ne sont pas obligatoires dans la souka. Si on met, par exemple, je m'explique. Si par exemple dans la souka du supérieur, d'accord, on enlève ces murs-là qui sont supérieurs, on met simplement des 4 murs, ça va aussi. On dit Goudachid, Mechitsta, des Kaasara, ça monte au ciel. Le scar intermédiaire, il est en dur aussi alors? Oui, justement, parce que le scar intermédiaire, c'est lui qui va faire. Qui fait toi. Est-ce que c'est du scar? Oui, mais même si c'est du scar, on a déjà dit, même si c'est du scar, parce que la Torah elle a dit soukat.
pas Sukkot. Un scar et pas deux scars. Même, parce que la Torah écrit, vous savez qu'en dans la Torah, il y a ce qu'on entend lorsqu'on lit la Torah et ce qui est écrit. On entend Sukkot, Chag Sukkot, donc on entend Sukkot, on dirait même en deux Sukkot, c'est super. Mais il y a écrit Chag Sukkat. Attention mon fils, fais que un scar, mais même pas deux scars. Si tu mets deux scars, pas saoul. Bien que vous avez raison, qu'en vérité, les deux, c'est pas quelque chose qui est anti-Soukha, puisque c'est du scar. Mais deux scars, c'est trop. Trop, c'est trop. On n'en veut un. De la même manière qu'on ne veut pas du béton, on ne veut pas du plastique, on ne veut pas de la pierre, on ne veut pas non plus deux scars. Ok, alors maintenant écoutez bien la réponse. C'est une réponse géniale. Parce que comme on avait une question, une méga question, il faut donner une réponse qui est encore à la hauteur de la question. Évidemment, plus la question est pertinente, et plus la réponse va être évidemment splendide. Bah oui, sinon, comme vous avez dit, on a commencé par là, et si on commence par là, vous allez rendre le chasse en un volume. Vous prenez le chasse, vous le mettez en volume, vous n'allez rien comprendre. Agmar répond, Ambré. Alors les élèves de Shmuel, ils sont venus à la rescousse. Parce que Shmuel, il était dans le creux de la vague. Il a dit, oh là là, une question de malade, comment je vais faire Ambré, il a été dit au Beit HaMidrash, d'accord. Ils ont répondu, les élèves de Shmuel, ils disent, mais Shmuel, on a une bonne réponse pour toi. Ce qu'on appelle les supporters, parce que Shmuel aussi il a des supporters. Il y a des supporters Shmuel, il n'était pas tout seul. Il y a des supporters. C'est comme Rabbi Akiva, rappelez-vous Rabbi Akiva. Le pauvre Rabbi Akiva, sa femme lui a dit, mon chéri, vas-y, tu vas étudier 12 ans à la yeshiva. Il est parti 12 ans à la yeshiva. 12 ans à la yeshiva. Pas de coup de fil. Il n'a pas écrit une lettre. Il n'a pas envoyé un mail. Il n'a pas envoyé, même pas un SMS, rien. Et après 12 ans, il a dit, bon, il faut que je retourne voir ma femme. Il rentre chez lui à la maison. Il n'a même pas encore le temps d'ouvrir la porte. Il entend une conversation qui se passe chez lui à la maison. Et il voit un vieux monsieur qui dit, mais qu'est-ce que tu fais, madame? Tiens, ton mari, il t'a abandonné, ton mari. Retourne chez ton père, Kalba Savoie. Savoie, rappelez-vous, il avait répudié sa fille. Parce qu'elle a dit, quoi, tu te maries avec un Rabbi Akiva? Si tu te maries avec lui, sache que je te répudie, tu n'auras plus un sou. Alors qu'il était multimillionnaire, c'était l'homme le plus riche de Jérusalem. Et il lui dit, quoi? Va chez tes parents, tu demandes leur pardon, ils vont te réhabiliter, alors que toi, tu n'as même pas de quoi, tu n'as même pas une couche. Elle dormait par terre. Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle n'avait même pas de quoi, même pas un lit. Elle prenait de la paille pour dormir. Et même la paille, une fois, il y avait un pauvre qui avait tapé à la porte et dit, donnez-moi, que je te donnais, j'ai rien. Il dit, mais j'ai quand même un peu de paille. Elle a pris sa paille, elle l'a donnée à un pauvre. Et elle dormait par terre pendant 12 ans. Et en fin de compte, la fameuse histoire, tout le monde la connaît, mais je vous la raconte parce qu'elle est trop belle. Je me la raconte à moi-même, pardon. Je me la raconte à moi-même parce qu'elle est sympa. Et après, je vous dis, qu'est-ce qu'ils ont dit les balais à Moussa. Et après, donc il entend, il a dit, quoi? Alors la femme, elle entendait comme ça que ce vieil homme était en train de la complètement la battre complètement physiquement et moralement. Alors elle dit, écoute bien, elle lui dit, écoute bien. Si mon mari m'écoutait, qu'il reste encore 12 ans à la yeshiva. Rabbi Akiva a entendu ça, il a fait demi-tour et il est retourné. Les 12 premiers ans, il avait 12 000 élèves. Il est resté encore 12 ans, il en a eu 24 000. Et lorsqu'il a eu 24 000 élèves, 24 ans après, il est revenu. Et la femme de Rabbi Akiva, Rachel, 24 ans, elle n'a pas vu son mari. 24 ans. Vous vous rendez compte un peu? Elle n'a pas désespéré. Et lorsqu'elle a vu, elle a dit, maintenant je vais aller à sa rencontre. Elle était habillée en haillons, parce qu'elle n'avait rien du tout. Et elle se rapproche de Rabbi Akiva, elle lui embrasse sa tunique. Alors ses élèves disent, quoi? Qu'est-ce que cette chutzpah? Une femme qui approche un tzadi comme ça? Et Rabbi Akiva est devenu le maître des Tanaïm.
N'oublions pas que Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir. C'était écrit dans le Harizal, c'était le seul qui est arrivé encore plus haut que Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva. Puisque Moshe Rabbeinu, il est arrivé au 49e de Sharebina, et Rabbi Akiva est arrivé au 50e Sharebina. Il avait justement, comme il dit, il avait cette neshama de Hatzilut, Gadlou de Hatzilut. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait simplement Kadlou de Hatzilut. En tout cas, il arrive comme ça, il dit, ne touchez pas, ne la touchez pas, ne la touchez pas. Sheli, Veshelachem, Shelai. Trop beau. En 2 mots, il a tout dit. Ma Torah et votre Torah à vous, c'est la sienne. Ma Torah, Rabbi Akiva, le maître des maîtres. Et votre Torah à vous, tout ça, c'est elle. Ça, c'est la fameuse histoire. Mais demande des Baalei Moussar quand même. Ça, c'était très joli, l'image. Mais pourquoi il peut quand même rentrer, lui dire bonjour à sa femme, prendre le café. Bon, après, il dit voilà, écoute, je reste demain matin, je prends l'avion. Et quand même, tu as fait déjà tout ce voyage, tu peux quand même venir lui dire bonjour, je t'en prie. Elle a tout fait, elle a tout sacrifié. 12 ans, tu ne l'as pas vu, tu peux quand même. Tu as déjà fait le voyage. Bon, tu ne veux pas voyager, ok, maintenant tu as déjà voyagé, tu es devant la porte, ouvre la porte, lui dis bonjour et tu retournes. C'est pas tellement dit pour 1 minute. Disait Baalei Moussar, écoutez bien, c'est un truc Moussar. Parce que nous, on ne sait pas compter. Nous, on dit 12 plus 12, ça fait 24. N'est-ce pas? 12 plus 12. 12 ans, plus 12, comment ça fait 12 plus 12? Ça fait 24. Ok, c'est la palisse, ça. 12 plus 12, ça fait 24. Rabbi Akiva dit, moi, j'ai une autre manière de calculer. 12 plus 12, c'est pas 24. C'est 12 plus 12. Mais quand c'est 24 d'un coup, c'est pas 12 plus 12. C'est exponentiel. C'est Ein Sof. C'est pas 12 plus 12 est égal à 24. Ça fait plus quelque chose. Mais là, c'est tout ensemble. 24 ans sans s'arrêter d'étudier, il a explosé, Rabbi Akiva. Bon, on termine. Écoutez bien. Amré, je pensais à ça, parce que je disais qu'il avait des supporters. Et bien, Rabbi Akiva, il avait 24 000 supporters. Ah, je vous dis, c'est une super équipe. Hein. Je ne sais pas si le PSG, il en a tellement. Hein. Dans le cas, ici, on avait étudié que quand il y avait Souka, Tachatsuka, il y avait le cas où justement celle d'en bas, elle était cachère, et celle d'en haut, elle pouvait même pas souille. Il y avait oui, parce que, oui, c'est oui, on avait vu en haut, cachère, en bas, mais c'est qu'il y avait moins que 9, moins que 10, justement. On avait dit quand c'est moins que 10, justement, c'est ça. Si c'était moins que 10 entre la première et la deuxième, il y a moins que 10, donc celle d'en bas elle est cachère et celle d'en haut elle passe sous. On avait vu aussi le cas où celle d'en bas, elle avait un scar qui était cachère, je ne sais pas si on parlait de la hauteur, et celle d'en haut, le scar il n'était pas valable, il était très éclairci. Donc quelque part il ne faisait pas... Ah oui, oui, évidemment. Ah oui, si, parce que si la souka, il n'y a pas, si la ta, si c'est pas si la ta en bas, c'est pas un scar. Ouais, si c'est Ramata, Meroba, Metsilata, c'est pas un scar. Alors écoutez bien la réponse. Amré, Atam, les mifsal souka be'asara. Là-bas, de quoi il s'agit? Il s'agit de disqualifier la souka. Et donc, pour disqualifier une souka, il faut obligatoirement la hauteur de 10 tfachim. Alors quoi? Acha, mais ici, des lishvouillés au Allah. Ici, il s'agit simplement de savoir si ce qui est nécessaire pour former une tente indépendante. Un drap étendu sur les kinophètes. Alors à ce moment-là, ce fameux drap étendu sur les kinophètes, même à une hauteur inférieure à 10 tfachim, est considéré comme une tente. Vous avez compris la réponse? Non. Bravo. C'est difficile à comprendre, je vous explique dans 1 minute. La réponse est la suivante. Parce que regardez bien, là on est en train de parler une souka sur une souka. Et de quoi, le deuxième cas, qu'on a juxtaposé, on a dit une belle souka, et à l'intérieur, on a mis un lit
perfectionné avec une belle, avec un beau système de protection. Quelle différence il y a entre une souka sur une souka et ce lit perfectionné? C'est qu'une souka sur une souka, de quoi on parle? On dit, si tu as fait une souka sur une souka, toute ta souka, elle est foutue. Toute ta souka, elle est pas soule. Toute la souka, elle est pas soule. C'est pas une partie de la souka. Lorsqu'on a fait le lit, on n'a pas dit que la souka, elle est pas soule. Il n'y a rien que le lit. Tu sais que tu sors du lit, t'es cachère. Tu t'assois sur une table, c'est cachère. Si tu rentres dans ton lit, ça ne va pas. Dans le cas de souka, la gabé souka, toute la souka, elle n'est pas soule. Toute la souka. Si tu veux manger, tu ne peux pas manger. Tu veux dormir, tu ne peux pas dormir. Tu veux étudier, tu n'as pas étudié dans la souka. Toute la souka, elle est complètement pas soule. Alors que dans le lit, on n'est pas en train de dire que la souka devient pas soule. On a dit simplement, dans cet espace-là, tu ne peux pas y habiter. C'est un espace, ça fait comme une bulle, c'est comme tu t'es fait un espace dans un grand espace. Il y a l'espace souka, et à l'intérieur de l'espace souka, tu t'es fait un espace perso, et qui est l'antithèse de la souka. D'accord? Alors la Gemara dit, c'est ça la différence. Pour rendre une souka entièrement pas soule, il faut du 10. Même si c'est solide, il faut du 10. Il faut un vrai 10. Pas du 9,5 et du 9. Parce que si tu veux rendre pas soule toute une souka, alors tu dois mettre quelque chose en haut, qui est solide, les deux c'est solide. Mais il faut mettre quelque chose solide pour rendre entièrement pas soule le bas, solide de 10. Maintenant, par contre, lorsque tu mets ton lit, qui est perfectionné, tu veux pas rendre pas soule la souka elle est cachère. Tu sais quoi, si tu veux, tu peux dormir au-dessus. Tu montes sur le toit, sur le drap, tu te mets là-bas, tu te fais comme un hama là-haut. Tu restes, tu te mets un hama, tu t'adoras. Donc la souka elle-même, elle est cachère. Simplement, tu t'es fait un espace perso dans la souka. Ça, puisque c'est pas rendre pas soule entièrement, même 9, c'est pas bon. Tu peux pas dormir. Mais tu sais quoi? Tu peux dormir à côté. Tu peux, vas-y à côté, dors à côté. Donc on veut pas rendre pas soule la souka. On peut simplement dire que tu ne peux pas dormir ici. À côté, tu peux. Dehors, tu peux. En haut, tu peux. Tout ça, tu peux faire. Mais pas à l'intérieur. Donc, c'est ça la différence qu'a fait Rabbi Shmuel. C'est beau ou pas beau? Magnifique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire Arvit. Et on termine là. D'accord? Allez, les amis, bravo. Monsieur... Allez-y, faites Arvit. S'il vous plaît. Ça va. On ne coupe pas les têtes, on coupe le cheveu en quatre. Amen.